Aujourd'hui, nous rencontrons 3 personnes. Gulère Coca, Gaëlle Rivière et Mathieu Juglar. Leur point commun, en dehors de leur handicap visuel, un métier, celui d'avocat. Et nous allons découvrir qu'ils se défendent très bien. Alors, pourquoi avoir choisi ce métier plutôt qu'un autre? C'est un métier passionnant. C'est-à-dire que l'idée de défendre, l'idée d'arriver pour essayer de convaincre quelqu'un du bien fondé ou du mal fondé d'une prétention est quelque chose d'extrêmement stimulant intellectuellement. Et puis, à l'adolescence, c'est aussi l'époque pour moi de tas de grands procès, de très grands ténors du barreau qui s'expriment quotidiennement, donc des sagas judiciaires vraiment qu'on suit passionnément dans les médias, et avec des confrères, qui n'étaient pas encore des confrères pour moi, qui s'expriment remarquablement dans les médias, sur les ondes, et c'est tout de même quelque chose. Et pour vous, Gaëlle, est-ce que c'était aussi une vocation ? À la base, j'ai fait des études scientifiques. J'ai fait un bac scientifique. J'ai commencé par une première année de maths informatique à l'université de Paris-Dauphine, donc plutôt un parcours scientifique. Et par la suite, j'ai découvert le droit un peu en première année, un peu par hasard, en première année de maths informatique. Ça m'a beaucoup plu, donc je me suis réorienté vers le droit et ça s'est fait petit à petit. Plus j'ai avancé dans le cursus, dans mon cursus de droit, plus je découvrais des spécialités qui me plaisaient. Et puis la voie naturelle, ça a été ensuite de faire l'école du barreau et donc de devenir avocat. Pour la petite anecdote, ma mère me dit souvent que quand j'étais petit, je lui disais que je voulais être avocat. J'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais voilà. Il est possible que ça vienne aussi un peu de là. Allez, Joke à gauche. Gulère aussi a fait l'école du barreau. Aujourd'hui, pendant le dernier stage de sa formation, elle va prononcer une de ses premières plaidoiries à la Cour nationale du droit d'asile. Non, ça va, heureusement qu'on a bien préparé. Allez-y, je rentre. Alors, pas trop stressée ? Oui, un peu quand même. En fait, ce qui est... Je dirais, c'est du stress, mais c'est du bon stress, c'est de l'adrénaline en fait. Mais moi, j'adore ça. Ce qui est intéressant, c'est que même si on prépare le dossier, on fait des recherches géopolitiques, on doit quand même un peu s'adapter sur le moment en fonction des questions qui sont posées par les 3 juges au requérant. On doit quand même s'adapter un minimum sur le moment. Et ça, c'est extrêmement stimulant intellectuellement en fait. Gulère Coca, donc, s'intéresse beaucoup à la géopolitique. Et vous, maître Mathieu Juglar, dans quel domaine est-ce que vous avez choisi de vous spécialiser ? Alors, moi j'ai choisi une matière plutôt tournée vers le droit pénal et le droit des affaires. Donc c'est une matière où il y a beaucoup d'oral. J'écris peu. Dans ces conditions, le pénal étant une matière traditionnellement orale, c'est quelque chose où la déficience visuelle, à ce moment-là, s'estompe. Il faut voir cela aussi. Quand on est à l'audience, qu'on connaît son dossier, qu'on a aussi de l'expérience, eh bien, c'est un atout formidable, parce que nous sommes habitués à écouter. C'est notre passe-temps, c'est notre quotidien. Nous devons écouter. Et rien de ce qui est dit ne doit nous échapper. Et c'est vrai pour tous les pénalistes. Gaëlle Rivière a été engagée comme collaborateur dans un des cabinets les plus réputés, le cabinet Bredin-Pratt. La concurrence est rude pour y entrer. Comment est-ce que vous avez fait ? Oui, effectivement, je pense qu'il y a énormément de demandes pour ce type de cabinet, qui a effectivement une très bonne réputation sur le marché, des conditions de travail assez incroyables, des dossiers très intéressants, donc les avocats qui ont envie de travailler dans ce genre de structure sont nombreux. Donc voilà, il y a un certain nombre de critères assez classiques qui sont pris en compte, et ensuite l'entretien s'est passé, les entretiens se sont passés
de manière très classique, ma spécialité, etc. Et effectivement, un focus un peu sur la manière dont je travaillais, étant donné ma déficience visuelle. Et ensuite, moi dans mon cas, c'est ce que j'ai fait en tout cas, ne pas hésiter à dire les tâches sur lesquelles effectivement ma plus-value serait totalement réduite, voire inexistante. Par exemple, pour prendre un cas très concret, préparer des PowerPoint avec des jolis schémas, etc. C'est clairement pas quelque chose où j'excelle. Voilà. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, messieurs, puisque c'est sur l'appartenance ou la provenance ou non de la ville de Kona de Monsieur que repose ce dossier, je vais évidemment commencer par aborder ce point, mais il faudra aussi, je pense, parler des persécutions qu'il a subies et revenir également sur l'actualité de ses craintes. La plaidoirie de Güler dure un peu plus de 10 minutes. Lorsqu'elle aura terminé, sa responsable de stage, maître Marianne Lagru, prendra la parole à son tour pour conclure. C'est ce qui se passe en principe lorsque la personne qui plaide n'est pas encore officiellement avocate. De lui reconnaître tout au moins la protection subsidiaire et au mieux la qualité de réfugié. Merci. Madame la Présidente, je vais ajouter un mot, notamment sur très vite l'environnement familial de Monsieur et notamment le départ de sa mère très vite. Je vais ajouter un élément. Il serait en danger personnel. Voilà pourquoi, à mon sens, vous devez vous orienter vers la reconnaissance de la qualité de réfugié. Alors vous, Mathieu, après des expériences dans plusieurs cabinets, vous avez décidé de fonder le vôtre. Comment ça se passe ? Je me suis installé il y a 5 ans maintenant, seul. Et je me suis associé avec des confrères avec qui nous partagions ces locaux, ce qui est très confortable parce que nous n'avons aucun compte à nous rendre. Et nous pouvons nous envoyer des dossiers. Voilà. Ce qui facilite considérablement le travail. C'est pas tellement à cause de la déficience visuelle, c'est que le pénal est une matière tout de même assez solitaire. Mais la gestion d'un cabinet doit rajouter du travail, non ? C'est du travail. Non, mais c'est un travail quotidien. Hein. Le cabinet, on le fait tourner du lundi au dimanche s'il faut. Hein. Voilà. Et on ne compte pas ses heures. Mais c'est tout de même très gratifiant de se dire qu'on défend son client et pas le client de son patron. C'est très bien de défendre le client de ses patrons. Hein. Attention, il faut commencer par là. Mais de défendre son client, c'est tout de même très intéressant. Le déficient visuel est tout de même, à un moment ou à un autre, considéré, à tort ou à raison, comme quelqu'un qui a des capacités moindres. Et partant de là, quand vous avez quelqu'un qui vous fait l'honneur de sa confiance, c'est extrêmement gratifiant. Gaël discute souvent avec d'autres avocats qui travaillent sur les mêmes dossiers que lui, comme Annabelle Cornillon. Est-ce que vous avez l'impression que certains clients ont une attitude particulière face à Gaël en raison de son handicap visuel ? Alors pas du tout, parce que on assiste en général aux mêmes conférences téléphoniques avec Gaël quand on est sur un dossier et on ne voit pas du tout la différence entre nous et Gaël, et les clients ne perçoivent pas non plus du tout cette différence, parce que le rendu de son travail est équivalent au nôtre, donc voire même bien meilleur sur certains aspects. Donc non, vraiment, les clients ne voient absolument pas de différence. En fait, on a tout de suite travaillé très rapidement ensemble avec Gaël dès que je suis arrivée. Et en fait, voilà, il a été non seulement d'une grande aide et trouvé beaucoup plus performant que moi, et je trouve que sur certaines tâches notamment, il nous surpasse, c'est-à-dire que par exemple pour les recherches juridiques, etc., il a une capacité à se souvenir de ce qu'il a lu qui est bien plus importante que nous. Donc moi ça m'a vraiment frappé. Je pense que je te l'ai jamais dit, mais voilà, donc c'est vraiment ouais. Et vous, Güler, par rapport à quelqu'un qui voit bien, est-ce que vous ressentez des différences dans votre manière de travailler ?
Au début, pour chaque affaire, il faut extrêmement bien connaître le dossier et pour tous les avocats, mais un peu plus pour moi peut-être parce qu'effectivement, je ne peux pas trop prendre de notes pendant que le rapporteur présente l'affaire, pendant que les 3 juges posent des questions au requérant. Alors c'est vrai que Maître Lagrue, elle note toutes les questions pour pouvoir savoir sur quel point il faut insister un peu plus après quand elle plaide. Et moi, c'est pas trop le cas, donc je peux pas trop le faire. Donc du coup, je dois effectivement me concentrer énormément et me rappeler aussi des questions qui sont posées. Donc c'est vrai que parfois, il faut pas avoir l'esprit qui s'évade, il faut rester vraiment focus sur le moment présent et se rappeler des questions qui sont un peu compliquées et sur lesquelles les juges ont insisté particulièrement. Un avocat pourrait très bien travailler seul, pas un avocat non-voyant. Il y aura forcément un moment ou à un autre quelqu'un qui interviendra. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai au mois de janvier un dossier de meurtre à coup de feu aux assises. Bon, dans ce dossier, il y a eu ce qu'on appelle une reconstitution, c'est-à-dire que nous sommes allés sur les lieux du crime, nous avons essayé de savoir comment tout ça s'était passé. Donc, mine de rien, il y avait tout de même des questions d'angle de tir, de taille, de distance, de position. Bref, là, franchement, sans un voyant, ça aurait été pour moi, c'était mission impossible. Mathieu, avant de fonder votre cabinet, est-ce qu'il y a eu dans votre carrière des étapes plus importantes que d'autres ? J'ai eu envie, c'est un de mes projets professionnels, de passer le concours de la conférence du barreau de Paris. Le concours de la conférence est un concours d'éloquence au sein du barreau de Paris, dédié aux jeunes avocats, et il permet de désigner chaque année 12 lauréats, qu'on appelle les 12 secrétaires de la conférence. Ces secrétaires de la conférence sont des gens qui vont avoir pendant toute l'année le monopole des commissions d'office en matière criminelle et financière et également terroriste. Ce qui fait qu'ayant été élu en 2014, j'ai commencé au mois de janvier 2015. J'aime autant vous dire qu'au mois de janvier 2015, nous avons vu, nous étions première loge pour tout ce qui était terrorisme. Léa Francis partage un bureau avec Gaël, même si les dossiers qu'il traite ne sont pas les mêmes. Mais comment s'organise le travail dans un aussi grand cabinet ? Donc chez Bredin, il y a 2 types d'activités. Il y a une activité, on va dire, de conseil, donc dans tous les domaines, donc que ce soit en droit des affaires, donc c'est-à-dire en corporate, en droit de la concurrence, fiscalité, etc. On a aussi une activité qui va être dite de contentieux, où là, pour le coup, il y a des avocats qui vont plaider dans les tribunaux et devant les juridictions. Donc il y a les deux. Nous, notre département, donc celui dans lequel Gaël et moi on travaille, on fait du conseil, donc on ne plaide pas. Est-ce que vous avez été surprise le jour où vous avez vu arriver un avocat non-voyant ? Oui, si vous voulez, au début on s'est dit c'est différent quoi, il est malvoyant, est-ce que ça va avoir un impact ou pas sur sa façon de travailler, mais en fait très très rapidement on s'est rendu compte que pas du tout, déjà parce que par mail ça se voit pas, c'est bête, mais en fait il travaille sur les mêmes documents que nous, de la même façon, donc nous on travaille beaucoup en faisant de la rédaction et des commentaires sur les documents, etc. Et ça, du coup, ça se... Enfin, on peut pas deviner. Et ensuite, non, pas du tout. Enfin, on s'est habitué très vite. Alors, Güler, est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer plus en détail comment se déroule une audience à la Cour nationale du droit d'asile ? C'est assez précis, j'imagine. Alors, l'affaire de ce matin, on a eu... c'était assez classique. On a eu une formation collégiale, c'est-à-dire 3 juges. Donc, il y avait une présidente et 2 assesseurs. Donc quand l'affaire est appelée, on a d'abord le rapporteur qui présente l'affaire au président et aux assesseurs, qui explique les faits et qui indique les points sur lesquels il faut insister un peu plus. Donc ça peut être des questions très détaillées sur des villes, le nombre de kilomètres entre 2 villages, sur le nom d'une rivière, comme ce matin ça a été le cas, le nom des poissons que pêchait le requérant parce qu'il disait qu'il était pêcheur dans son village. Donc c'est vraiment des questions qui vont tenter de prouver la dimension vécue de l'histoire de la personne. Mathieu va souvent plaider au tribunal de Paris. C'est un bâtiment imposant et très récent.
construit après la loi de 2005, selon laquelle tout doit être accessible à tous. Cherche l'ascenseur. Alors, le tribunal, c'est un lieu, oui, très moderne. En tout cas, il n'est pas spécialement accessible. Et le plan n'est pas facile à comprendre pour un déficient visuel. Il a été très difficile d'obtenir ne serait-ce que du braille dans les ascenseurs réservés au public. Je crois que même certaines personnes se sont vues répondre que le braille était une écriture rétrograde. Bon, on a apprécié la chose quand on sait que c'est une écriture qui va sans doute être inscrite au patrimoine immatériel en matière culturelle. Bon, c'est assez délicat tout de même de considérer que c'est rétrograde. Gaël, en termes de matériel adapté, est-ce que vous vous servez d'une plage braille avec votre ordinateur ? Non, j'en ai une qui est bien rangée dans mon tiroir et qui effectivement ne sort pas très souvent. Alors dans certaines circonstances, beaucoup quand je travaille en anglais, ça me permet d'être un peu plus sûr de ce que j'écris que simplement en utilisant ce qu'on appelle une synthèse vocale. Mais effectivement au quotidien, un peu moins le braille puisque c'est beaucoup plus lent. On lit beaucoup moins vite qu'avec une synthèse vocale, donc c'est beaucoup plus pratique d'utiliser une synthèse vocale. Et en plus de ce métier d'avocat qui est quand même prenant, vous agissez bénévolement pour la Fédération française handisport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à cela ? Mon lien avec la Fédération handisport vient du fait qu'initialement je suis aussi athlète. Je pratique du cécifoot, donc le football pour non-voyants. J'ai fait pendant longtemps partie de l'équipe de France de cécifoot, donc j'étais aussi en contact avec cette fédération en tant qu'athlète. Je suis un des vice-présidents de cette fédération, qui en compte plusieurs, et du coup, je les accompagne, en tout cas quand je peux, sur les sujets qui sont liés d'une part au développement des sports pour déficients visuels, et d'autre part au sujet technique juridique et financier. Donc, je fais partie, par exemple, de la cellule budgétaire qui essaie de maintenir le budget dans les limites du raisonnable. Voilà. Guler, vous êtes en train de terminer votre formation dans le cabinet de Maître Lagrue. Quelles sont les étapes à franchir pour avoir le droit de prêter serment ? Pour être avocat, il faut au moins avoir un Master 1 en droit. Si on a un Master 2, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, il faut passer l'examen du barreau, qui est organisé comme un concours avec 4 examens écrits et des examens oraux. 15% de taux de réussite si on réussit ce concours. Ensuite, on peut accéder à l'école des avocats qui dure 1 an et demi, composée donc de 6 mois de cours, 6 mois de stage dans une structure autre qu'un cabinet, donc ça peut être une juridiction, une association, une entreprise, etc. Et 6 mois de stage final en cabinet. Et là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et pour vous, Maître Lagrue, le fait d'avoir accepté Guler en stage dans votre cabinet, ça représente plutôt une aide ou une charge ? Oh là là. C'est une très grande aide. C'est une très grande aide. Il faut savoir que ce ne sont pas seulement des stages d'observation, hein. Ce sont des stages qui leur permettent d'acquérir une première expérience. Ce sont des stages rémunérés. Si je dis cela, c'est parce que nous, avocats, on s'attend effectivement qu'il y ait une aide effective. Donc oui, lorsque des dossiers sont confiés à une élève avocate, quelle qu'elle soit, ou un élève avocat, on s'attend à un retour et à un certain volume de travail par mois. Alors, c'est vrai qu'avec Guler, j'ai essayé de faire comme avec les autres, puisqu'elle parlait d'être traitée comme une exception, ou plutôt de ne pas être traitée comme une exception. Donc, comme les autres, elle a eu ses impératifs, par exemple, de date. Alors, on s'organise pour qu'elle ait les dossiers avant que d'autres, pour qu'on puisse lui lire dans un délai suffisamment long, qui lui permettent de rédiger les recours. Donc ça, c'est un équilibre qu'on a pu trouver ici. Donc ça c'est vrai que c'est top. Stéphane Baller est avocat dans un cabinet parisien où travaillent environ 200 personnes. Il est aussi le délégué général de Droit comme un H.
Droit, car on s'intéresse ici aux métiers du secteur juridique. Et H, comme handicap. Cette structure, il l'a notamment créée avec Mathieu Juglar. Est-ce que vous voulez bien nous présenter plus précisément Droit comme un H? C'est une association? Exactement, c'est un projet qu'on a initié sous forme d'association il y a maintenant 3 ans pour accompagner les jeunes talents en situation de handicap vers les professions du droit. Ces jeunes talents démarrant à partir de la licence et on les accompagne jusqu'à l'école d'avocat pour ceux qui sont avocats, qui veulent devenir avocats, y compris dans leur préparation au barreau. Et puis on les accompagne aussi en entreprise puisqu'il y a des juristes d'entreprise. On est centré, c'est vrai, sur les questions d'entreprise. Et vous pouvez en aider beaucoup, des jeunes talents? J'ai 35 places aujourd'hui et j'ai 15 jeunes. Donc on recrute. Et on recrute pour de très belles expériences. Et est-ce qu'il est facile de convaincre des entreprises d'engager un collaborateur avec un handicap? Eh bien, le handicap a cet avantage extraordinaire, c'est que c'est une sorte de juge de paix. Et en fait, c'est un moyen de nous rappeler qu'aujourd'hui, les gens veulent un management différent, veulent une symétrie des attentions, veulent des éléments de bienveillance et finalement, c'est une manière de nous faire progresser. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant avec le handicap, c'est que ça apaise beaucoup les tensions. Quand le matin, vous arrivez, que votre métro n'a pas bien fonctionné, que vos enfants n'ont pas été sympas avec vous au petit déjeuner, vous arrivez avec vos petits soucis à 2 balles. Et quand vous voyez quelqu'un qui a fait d'énormes efforts, notamment quand vous êtes non-voyant et que vous vous rendez à la Défense et que vous ne vous êtes pas perdu pour aller travailler, eh ben vous dites que votre vie est extrêmement facile et que des petits riens dans le métro ou avec vos enfants, c'est rien du tout à côté de ne pas arriver à voir ce qui se passe autour de vous. Contrairement à Mathieu, qui doit souvent aller rencontrer ses clients en prison ou plaider en audience, Gaël, lui, a rarement besoin de se déplacer dans l'exercice de ses activités d'avocat conseil. Mais il n'hésite pas à traverser Paris pour participer à une réunion de la Fédération française handisport. La réunion d'aujourd'hui est justement axée sur le développement de plusieurs activités à destination des personnes déficientes visuelles. Pour le dire tout bêtement, par exemple dans le CC Tour, comment on intègre de la natation, comment on intègre de l'athlétisme, comment on intègre de manière qualitative. Il faut combattre un peu tous les préjugés qui nous tombent sur la tête. Un peu comme pour tout le monde, de plus en plus, les visioconférences font partie du quotidien de Güler, Gaël et Mathieu. Dans le cadre de leur travail, ou parfois pour avoir des discussions informelles entre confrères, échanger des idées, partager leurs expériences. Quand on arrive dans ce métier, on a envie avant tout de faire ses preuves en tant qu'avocat. Et on n'a pas tout de suite envie d'être associé à l'avocat non-voyant qui a envie de révolutionner le monde pour la déficience visuelle. On a un enjeu d'abord de compétences. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que le problème ne vient jamais du handicap, mais vient toujours de l'environnement et du manque de structure, du manque de moyens, du manque d'adaptation. Moi, c'est vrai que je voyage beaucoup et je vois beaucoup plus d'avocats en situation de handicap dans d'autres pays. Par exemple, en Turquie, moi, je suis franco-turque. Je sais qu'en Turquie, qui est pourtant vivement critiquée par les médias, je peux vous assurer qu'en Turquie, il y a beaucoup d'avocats en situation de déficience visuelle. En tout cas, il y en a beaucoup plus qu'en France et ils en vivent très bien. L'avocat il est perçu comme le professionnel qui sait tout, surtout, qui va tout trouver, qui va tout réussir, qui a des beaux bureaux, qui a une belle voiture, Et le handicapé, eh bien, il est perçu, et c'est très malheureux, comme le mendiant aveugle, le chômeur, tout ça c'est totalement faux. Il y a des aveugles très riches et des avocats très pauvres. Il nous manque toujours la voiture. Mais... Oui, mais il y a le chauffeur. C'est vrai. Hein. Alors à pied, avec son chien guide, ou en voiture avec chauffeur, souhaitons à Gaël, Güler et Mathieu de poursuivre au mieux leur route. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Valentin Huy 01 44 49 27 27 www.avh.asso.fr. Vous
pouvez revoir cette émission sur France TV, le service vidéo de France Télévisions, www.france.tv/france-5/à vous de voir avec des tirets. Auteurs, Laetitia Bernard et Philippe Dorizon. Réalisation, Philippe Dorizon. Producteur délégué, Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien de l'association Valentin Haüy. Avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée et de France Télévisions. Presse, Sylvie Sirène. Production, Valérie Verdier-Ferré, Muriel Clerget. Direction de l'unité de programme, Nicolas Daniel, Elsa Margou, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.